Le siècle, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria. Salut les amis, merci d'être avec nous. Bonjour la France, où que vous soyez, on vous souhaite que des belles choses en ce moment. Et surtout, achetez des parapluies. Non, mais vous avez vu, le temps n'est pas terrible, mais ça va s'arranger, je vous rassure. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir pour cette émission. Vous savez que chaque mois dans l'année, on vous donne des rendez-vous, puisque on nous retrouve parfois sur des lieux un peu singuliers, sur la Croisette, par exemple, à Paris, porte de Versailles. Justement, porte de Versailles aura lieu le 10 et 11 juin à Paris Expo. Un événement majeur qui est le salon de l'immobilier de commerce qu'on appelle le siècle. C'est 2 jours qui vont être consacrés à la prise du pouls, vous savez, du secteur du commerce, qui est un secteur en pleine transformation avec beaucoup d'innovation. Alors le siècle, les amis, vous verrez, il y a l'URL du salon, vous pouvez y aller, vous inscrire bien évidemment, et y aller directement pendant que vous m'écoutez. C'est le salon de référence de l'immobilier, des espaces commerciaux. On y retrouve les acteurs qui dessinent le commerce d'aujourd'hui, de demain. Il y a des foncières, il y a des enseignes, il y a des aménageurs, des investisseurs, des collectivités, des start-up et des experts du retail. Bref, vous avez la planète commerce qui se réunit pendant 2 jours. Ça vaut la peine. Il faut vraiment y aller. C'est extrêmement intéressant. Et justement, on s'était dit pour cette édition 2026 de recevoir nos invités, des invités prestigieux que je suis ravi d'accueillir sur le plateau. Séverine Longuet, bonjour. Bonjour. Merci d'être Bonjour avec à nous. tous. Alors, vous êtes directrice conseil et experte food à la société Accessit, groupe Proméo. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous allez nous ravie. partager un petit peu votre analyse. Voilà, surtout, rapprochez-vous bien du micro, qu'on puisse bien vous entendre. Fabien Stutz, bonjour. Bonjour. On dit Stutz ? Stutz, voilà. Fabien Stutz. Vous êtes directeur développement d'une marque extraordinaire, je vous le conseille. Alors, ça va bien se développer en France. Ça s'appelle l'Osteria. Exactement. 217 restaurants en Europe. Là, ça commence à bien se développer en France, avec des chiffres absolument vertigineux qui démontrent une chose, mon cher Fabien, c'est qu'on aime venir à l'Osteria, et j'ai l'habitude de dire que quand on vient chez vous, c'est 217 expériences différentes. Je trouve ça remarquable. Merci d'être avec nous. Un bon résumé, merci. Vous allez nous Merci parler de ce sujet. Et en plus, ça s'adresse à tous. Voilà. Quand même, je tiens quand même à le dire. Voilà. Dans un monde où il y a une certaine morosité économique, on va pas se priver. Il est avec nous également, c'est le patron du siècle, le directeur du siècle qui est avec nous. C'est Cyril, j'allais dire Cyril. Cyril Tcherbakov. Oui, voilà, pas mal. Voilà, Cyril Tcherbakov. Bonjour Cyril. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous, important. Alors vous êtes à la croisée des chemins finalement de toutes les innovations. Vous avez une vue à 360 degrés à la fois du business et du commerce, et vous êtes surtout un expert en matière d'économie de la rencontre, on peut le dire les choses comme ça, où vous faites se rencontrer toutes les puissances autour du commerce. Que dans le commerce, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées au rôle social et sociétal. Et justement, c'était intéressant d'avoir avec nous une manager de centre-ville. Elle officie à Clichy-la-Garenne exactement, chargée de mission commerce et artisanat. Manager de centre-ville, c'est Diane Demarque. Bonjour. Alors vous avez un nom prédestiné. Hein. Ah bah écoutez, extraordinaire. Mes parents ont bien choisi. Diane Demarque, c'est une marque en elle-même. Hein, voilà, donc on peut le dire comme ça. En plus, si je peux me permettre, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un projet extraordinaire. Hein. Il y a le siège d'Alain Ducasse qui va s'installer à la Maison du Peuple, à Clichy-la-Garenne, avec des bureaux, mais aussi une offre de restauration, un lieu aussi de déambulation magnifique, avec un opérateur immobilier reconnu dans les marques de commerce. C'est bien sûr la société Apsis Group, représenté par son président emblématique. On va lui faire un petit clin d'œil. D'ailleurs, on le verra certainement le 10 et 11 juin. C'est Maurice Bancet, qui est le président fondateur du groupe Apsis. D'ailleurs, groupe Apsis, qui est l'un des leaders en Pologne, par exemple, et avec un projet extraordinaire. On en parlera également. Donc, ce sont les 30 ans cette année. Oui, absolument. Et il a fait une chose, c'est extraordinaire, Apsis. Manufactura, ça vous dit quelque chose à Lodz, Łódź, comme on dit en polonais. Extraordinaire. Il fallait y croire. C'est extraordinaire. 400 000 mètres carrés. Et c'est devenu, je me rappelle, je crois que c'était au MAPIC, il me semble. Il avait eu le premier prix mondial du retail park. C'était extra. Vous connaissez, Fabien ? Ouais, on regarde. C'est présent en Pologne. Alors, j'y suis pas allé.
Et j'ai Maurice qui me dit à chaque fois, je t'emmènerai un jour. Non, et je devais y aller en septembre dernier. Je lance un appel, cher Maurice, t'oublie pas de m'emmener avec toi à Lodz visiter Manif. Vous connaissez, vous êtes allé? Non, mais il faut vraiment y aller. Hein. Vous connaissez. Oui, regardez. C'est extraordinaire. On est présent en Pologne, on regarde. C'est extraordinaire. Très, très en tout cas, merci d'être avec nous. Alors justement, je voudrais qu'on commence avec cette première thématique des temps forts. Hein, les temps forts. Cette édition, elle est, je veux dire, très orientée sur les rencontres entre ensembliers urbains, propriétaires, développeurs, rencontres business et enseignes. Alors, je vais commencer par vous, Cyril. Il y a des choses que je vois, c'est l'année 2026, elle est vraiment consacrée aux loisirs, au food et aux liens sociaux qui sont générés par le commerce. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez placé comme véritablement un cadre important. J'ajoute d'ailleurs également que vous avez un formidable programme de conférences avec des speakers de premier plan. Absolument. Merci pour la question, très, très intéressante et au cœur du sujet du siècle 2026, dont la thématique principale sera le commerce, ça se vit. Donc la phrase parle d'elle-même, mais par le biais de notre programme de conférences. Donc on a une douzaine de conférences et de pitch également lors du salon, le panel d'ouverture dont Marie Cheval de Carmilla, Vincent Rouget d'Unibail, Jean-Pierre Gestin de Clépierre nous feront l'honneur d'ouvrir le bal du salon sur ces thématiques justement du commerce à se vit, entre l'héritage du commerce et aussi le futur à venir. Le siècle dans sa globalité représente schématiquement les foncières, gestionnaires d'actifs et les enseignes pouvoirs publics qui sont invités au salon, mais aussi tout l'écosystème qui gravite autour justement de cet écosystème initial. Donc on développe des conférences, des programmes, des offres spécifiques pour les enseignes, dont l'Osteria fera partie, avec notamment des pitchs enseignes totalement dédiés, un pavillon enseigne. On le voit, de plus en plus d'enseignes ont besoin de visibilité, d'exposer leurs projets de développement à venir, souvent des projets sur 3 à 5 ans d'ailleurs, en tout cas sur les expansions au niveau européen, et également les villes et territoires. Donc on a un partenariat majeur avec le club des managers de centre-ville qui gère son congrès, qui tient son congrès annuel lors du siècle sur la deuxième journée. C'est le CMCV, je crois. CMCV, ouais, absolument. Tout à fait. Avec Myriam Trabelsi et Christophe Baraston, nos interlocuteurs alors, privilégiés. Alors, on va faire un petit clin d'œil, ma chère Myriam, voilà. On se reconnaîtra. Ouais. Et également une présence de plus en plus renforcée de la part des villes et territoires. Cette année, on le voit encore, Bordeaux, Calais, Reims, la ville de Belfort, Limoges, Laval, un partenariat avec la CCI France. Donc on développe chaque année de plus en plus et on voit au lendemain des élections que de nouvelles villes viennent confirmer leur présence au salon. On parlait tout à l'heure de vitalité des territoires, de vitalité des commerces dans les territoires, mais c'est en lien direct avec la politique de logement, d'accueil des entreprises et autres, et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc les stratégies se définissent en partie, en tout cas les rencontres se font lors du siècle. Eh bien écoutez, j'en suis ravi, et j'ajouterais d'ailleurs, et je le dis puisque je le pense en général, ça va bien ensemble, c'est que le siècle est devenu le rendez-vous incontournable juste avant l'été. est vraiment important. Et il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que vous faites, c'est l'ancrage aussi sur le territoire, les ancrages territoriaux. Et là, il y a quelque chose qui se joue, qui est très puissant au niveau des nouveaux paradigmes du commerce, notamment avec, faut être très clair, ce côté parfois très violent de la technologie qui vient rebattre un petit peu des cartes. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de créer un lien physique dans un lieu physique avec des personnes dans lesquelles on parle de technologie. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, le rapport entre les deux, puisque les études démontrent que les consommateurs sont des humains, vous savez, bon, jusqu'à présent, a priori, et que ils sont 87% à plébisciter le rapport tactile.
rapport tactile, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir et de toucher. Alors quand on est restaurateur, c'est génial, mais c'est-à-dire que les gens... Et d'ailleurs, il y a même des boîtes qui ont revu leur façon de traiter le SAV, le client, pour réinstaurer une relation au téléphone par des plateformes qui, vous savez, qui avaient tout automatisé, qui reviennent à un contact. Je prends le cas des banques, par exemple, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, à un moment donné, quand on va dans le tout techno, je dis pas que la techno est pas bien, je dis qu'il faut un hybride dans tout ça qui permet d'optimiser. Et ça, c'est très important. Et donc, je voudrais mettre l'accent sur le siècle. C'est aussi l'émergence, les amis, de toute cette innovation, de toute cette réflexion, parce que grâce à vous, on se pose pendant 2 jours, on réfléchit. Et on se pose effectivement les bonnes questions. Combien de visiteurs sont attendus sur 2026 ? 2500. Ah oui, quand même. Combien d'exposants ? 115. Et on a tout l'écosystème. Absolument. On est sur le hall. Donc le hall, c'est le pavillon. Alors, extraordinaire ce pavillon. C'est le plus beau. Parce que c'est le pavillon qui a été refait. Non, mais il a été refait par Jean Nouvel, qui est magnifique. Et en plus, on peut le joindre par l'avenue de la Porte de la Plaine, en passant par le Novotel, directement par la passerelle. C'est très pratique. C'est hyper sympa, c'est plus de 20 000 m² développé, c'est juste en haut, les amis, quand vous arrivez porte de Versailles, vous arrivez sur l'entrée, si vous arrivez par l'entrée principale, vous remontez sur la gauche et vous avez le pavillon 6, magnifique, vous pouvez même fumer votre clope dehors, il y a un truc très sympa, etc., pour ceux qui... C'est vraiment un superbe endroit. C'est important pour vous d'être dans un lieu un peu comme ça, magnifique. Absolument, accueille... et en plus, ça s'inscrit dans une politique aussi RSE, donc il y a Viparis, gestionnaire de la porte de Versailles. Mais c'est également un hall qui permet de ne pas avoir de moquette au sol, notamment. C'est top, super. En termes Alors j'ai une question, est-ce qu'on pourra goûter ce que font les enseignes de food éventuellement ? Je regarde Fabien en me disant il y aurait peut-être un bon plan. Avant le siècle ou après le siècle. Le siècle évolue dans ce qu'il propose à sa clientèle, au même titre qu'un centre commercial ou qu'un cœur de ville. Je me rappelle d'un siècle, j'avais ramené des sucettes extraordinaires. Alors que je vais vous dire, quand on a des neveux et des nièces en bas âge, des sucettes extraordinaires. Il y avait une fabrique aussi ils faisaient des donuts dans les rues, dans les couloirs du salon. C'était vachement bien. Vous gardez toujours la même ambiance. Là, on aura un food market. Donc, c'est génial. Il y aura tout au fond du salon, il y aura une salle plénière totalement ouverte qui accueillera 8 conférences, je crois. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y aura un food market autour, notamment. Alors, je vais faire un sacrifice. Je viendrai pendant 2 jours, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Vous accueille avec plaisir. Voilà, merci Cyril. Justement, Fabien, c'est important. Alors, vous êtes restaurateur, donc, et vous développez, vous avez un concept extraordinaire. Je voudrais vraiment qu'on y revienne et qu'on, si vous permettez, de réaffirmer l'idée de la singularité par rapport à l'expérience. Parce que ça, c'est une question qui se développe de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement un peu pendulaire, si je peux me dire les choses comme ça. Avec les quelques années d'expérience que j'ai vu naître tous ces grands groupes qui se ressemblaient plus ou moins, avec des concepts que l'on retrouvait. Mais là, vous avez misé sur quelque chose de très singulier. Je voudrais que vous réexpliquiez, d'abord, pour toutes celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce qu'est l'Osteria, mais également la raison pour laquelle, Fabien, vous tenez, à venir participer au siècle cette année. D'ailleurs, vous avez accepté également de venir participer à cette émission. Oui, alors, si on repense à l'Osteria, donc si on redécrit l'Osteria, c'est à peu près 217 restaurants, vous l'avez mentionné tout à l'heure, un peu plus de 500 millions de chiffres d'affaires, qui sont distribués avec 8000 collaborateurs, qui sont distribués sur 10 pays. On a un marché historique qui est l'Allemagne, sur lequel on a grandi depuis 26 ans maintenant. Et on a commencé à diverger en fait en dehors d'Allemagne à peu près il y a une dizaine d'années. Et on est présent dans 9 pays, dont la France, où on a à peu près 5 restaurants actuellement, bientôt un 6e. Et c'est vrai que, et vous l'avez évoqué en fait, le point, et je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel on est misé, je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque, l'ADN du groupe en fait, qui est chaque restaurant est différent, donc chaque ambiance est différente, l'atmosphère est différente, donc vous aurez toujours l'ADN de l'Osteria, qui est le bar, qui est vraiment un point de communication, un point d'entrée, où on va échanger aussi bien avec les collaborateurs que vous pouvez vous restaurer. La cuisine qui est ouverte, où vous voyez vraiment en fait les pizzas qui sont faites fraîchement devant vous, ainsi que les pâtes qui sont cuisinées, qui sont un peu ce restaurant italien, vous avez cette atmosphère un peu italienne, où il y a cette odeur, il y a ce bruit, il y a cette connexion, il y a cette expérience client, il y a tout ce qui fait vraiment que vous êtes dans un lieu unique et qui vous reconnecte en fait avec l'Italie. Donc ça fait partie vraiment de l'ADN, et ce qui est vraiment la singularité, c'est vraiment qu'en effet, vous l'avez évoqué, c'est que dans les 217 restaurants qu'on a à ce jour,
Vous avez toute l'ADN l'Osteria, mais vous n'avez aucun restaurant qui va être similaire. Donc c'est pas quelque chose qu'on duplique, qui peut être ennuyé au bout de certains temps. Quand vous avez fait un, vous avez fait le prochain, etc. Dans chaque restaurant, vous allez avoir une ambiance différente, une atmosphère différente, des couleurs, des matériaux, un éclairage. Seuls vont rester en fait quelque part cet élément d'ADN dont j'ai évoqué, la cuisine ouverte, le bar, les sièges en fait qui sont très confortables, très cosy, ou lequel vous allez pouvoir vous restaurer avec une expérience particulièrement forte. Donc Fabien, alors l'Osteria en italien, ça signifie... Alors l'Osteria, très peu d'italien pour ma part, mais l'Osteria c'est l'auberge. Donc c'est vraiment un lieu de convivialité en fait où on va se restaurer, où on se connecte. C'est quelque chose d'assez intergénérationnel et très intersocial aussi quelque part, puisque on a toutes les générations, on a tous les niveaux sociaux en fait et culturels en fait qui viennent à l'Osteria. C'est vraiment un endroit hybride où vous venez vous ressourcer, où vous vous posez et vous reconnectez vraiment avec la gastronomie italienne. Il y a vraiment des lieux magiques parce que et c'est vraiment une singularité que vous avez adoptée, c'est d'essayer à la fois que ce soit une expérience unique, et en même temps, on retrouve des codes qui sont presque rassurants. C'est volontaire, ça? C'est stratégique? Ouais, alors c'est volontaire et quelque part... On sait que... Il n'y avait presque pas de calcul, je pense qu'en fait c'est vraiment une chaîne de restaurants qui vient du cœur. Donc vous avez encore les fondateurs qui sont là, on fait partie bien sûr maintenant d'un grand groupe, etc. Mais vous avez vraiment des gens qui sont passionnés, donc à tous les niveaux. Qu'est-ce qui explique la réussite? Parce que, je pense que c'est l'authenticité. Voilà. L'authenticité, la C'était connexion. Pas évident à l'époque. Non, du tout en fait. Mais surtout vous montez un restaurant italien avec une équipe d'Italiens en Allemagne. En Allemagne, exactement. Mais je pense qu'on a quand même des... Non mais c'est fou. Les gens sont passionnés, les produits sont frais. Alors attention, enfin il y a l'essentiel. Oui, les produits sont frais, la culture est là, le lieu en fait, le décor est extraordinaire. Donc il y a vraiment, on lésine pas sur les moyens pour vraiment. C'était un sacré pari en Allemagne quand on est italien, parce que les fondateurs sont italiens. C'était pas évident, je veux dire. C'était pas évident, mais encore une fois, il y a cette passion, il y a cette qualité du produit, il y a cette authenticité, en fait, encore une fois, dans les produits, dans l'atmosphère, et il y a aussi quand même ces parties uniques d'avoir la cuisine ouverte, d'avoir le bar qui est toujours très travaillé, en fait. Vous avez un éclairage, vous avez des matériaux qui sont nobles. Donc vous avez quand même quelque chose, en fait, qui vous paraît très inaccessible, mais en fin de compte, qui est très accessible au niveau du prix, au niveau de l'expérience. Et donc, il fait vraiment, quelque part, ce succès où tout le monde se reconnaît. Et on a aussi cette proximité avec le consommateur, avec le client. Donc, on n'est pas uniquement en centre commercial, on n'est pas uniquement en retail park ou en freestander. On est aussi le restaurant local. On est le restaurant où vous n'avez pas envie de cuisiner ce soir, et ben vous allez manger à côté de chez vous, et vous restaurez, et vous avez cette atmosphère, cette ambiance, et vous avez un très bon rapport qualité-prix. Alors on va y aller parce qu'il y en a une qui est pas très loin d'ici. Exactement. Je crois que c'est rue Ticton, il me semble, ou rue Aubry-le-Boucher. Aubry-le-Boucher, exactement, pareil. Rue Aubry-le-Boucher. On va y aller. Je suis en train de regarder les bars, on vous montrera les amis. Alors vous n'oubliez pas l'URL de l'Osteria, vous allez voir, c'est branché, c'est sympa, et ça s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous, exactement. Avec si je peux me permettre, une gamme de prix très abordable. Très abordable, exactement, en fait. Donc, authentique. Si je vous dis panier moyen... Panier moyen, la première pizza va être à 14 € de mémoire. Donc c'est quelque chose qui est très agréable, très apprécié. Pour un panier entre 15 et 25 €. À peu près 20 € maximum, en fait, en panier moyen pour le déjeuner, en fait. Poisson, plat... Produits frais. Et tout fait devant maison. Vous, exactement. Et tout fait maison. C'est café aussi. Notre café j'adore. est torréfié chez nous, en fait. J'adore. Ça donne faim d'un seul coup, là, comme ça. Merci, Fabien, pour toutes ces précisions. Alors, justement, avant de passer la parole à Séverine, j'aimerais vous demander, quand vous allez au SIEC, vraiment, quand on s'appelle au SIEC, on vient chercher quoi? Du business? On vient se faire reconnaître, on vient chercher des investisseurs. On vient chercher un peu de tout, mais surtout des partenariats. Dans le micro. On est des gens passionnés, on fait de la gastronomie en fait, et on vient vraiment chercher des partenariats, donc des gens qui partagent notre vision. Donc des gens en fait qui... Donnez-moi un exemple, un type de partenariat qui vous intéresse. Quel est votre ROI, si je peux dire les choses comme ça, ou votre ciblage quand vous venez et que vous investissez aussi Alors, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr en fait la ville, puisqu'en fait on est encore très présent dans le maillage du centre-ville en fait. Donc historiquement on est encore dans les centres-villes, ce qu'on parlait tout à l'heure, le restaurant de proximité, mais aussi les grosses foncières en fait, donc tout ce qui va être freestander, on a besoin des foncières en fait. Diane elle vous intéresse là, absolument. Et donc du coup on va avoir besoin des foncières aussi qui ont cette vision en fait de la gastronomie et qui savent reconnaître en fait l'apport en fait de la gastronomie quoi. Donc ça c'est une tendance qu'on voit, une transformation qu'on voit actuellement sur le marché et Cyril pourra vous en parler plus amplement je pense, mais on voit vraiment qu'il y a cette tendance en fait de reconnaître la gastronomie comme un élément fondateur et fédérateur en fait autour des centres commerciaux et des retail parks et donc en fait pour nous c'est important d'avoir ces partenariats avec les différentes foncières, les différents bailleurs, les différents opérateurs
pour qu'on puisse en fait ouvrir et opérer et avoir cette expérience unique ensemble. Alors, je regardais justement c'est magnifique, hein, vraiment, c'est très, très sympa. C'est le côté soin particulier que vous apportez à la fraîcheur, à l'authenticité, et j'allais dire presque. Alors, je me demande si c'est du circuit court. Pardon, c'est vraiment du circuit très court, finalement. Absolument, quelque part. Donc, c'est fait devant vous, hein, donc la pizza est faite devant vous à la commande. Donc, Alors, je vais vous dire, le fameux Vatel, vous savez, Vatel, qui était le grand ordonnateur des fêtes sous le roi Louis XIV, disait la chose suivante, à ceux qui s'indigèrent et qui s'enivrent ne sont ni dignes de boire ni de manger. Et ce qui est bien, lorsque je vois vos produits... Un nouveau slogan, c'est qu'il faut qu'on mette sous les portes. C'est qu'on mange bien, c'est frais, c'est quali, et surtout, j'insiste beaucoup, enfin, c'est vraiment très abordable, quoi. Il y a vraiment une volonté. C'est bien de le dire, mais et puis le lieu est très sympa pour des jeunes qui veulent se faire un after work. C'est très à la mode de dire ça. Alors un after work, je précise, loi 101, c'est un rendez-vous avec les collègues après le boulot où on peut se taper une pizza, quelques antipasti parce qu'il y a des trucs super sympas. Et il y a un lieu magnifique. C'est un designer qui a fait les. Alors on a une agence de design qui fait tous les restaurants en fait historiquement, qui est basée avec nous à Munich. Donc et qui a vraiment cet ADN et qui conserve cet ADN aussi bien au niveau du restaurant que de la terrasse. Elle reconstruit, pas forcément toujours à l'identique, avec des particularités. C'est quoi? C'est lié à la surface? C'est lié à la surface, encore une fois, c'est cette notion d'ADN en fait, et ça peut être très bien un site historique en Allemagne, en Bavière, avec des plafonds bas et bâtiments moyenâgeux, à un centre commercial ou un freestander en fait, qui va se retrouver dans la périphérie de Varsovie ou de Łódź, quand on évoquait tout à l'heure en fait. Donc il y a vraiment ces différents types de sites, mais encore une fois avec cet ADN unique en fait, qui va être retranscrit d'un restaurant à un autre pour avoir la notion de la marque L'Osteria. Merci beaucoup, Fabien. Avec plaisir. Alors, Séverine, vous êtes la sachante, l'experte en la matière. On le voit de plus en plus, les études le démontrent, le commerce en général est en train de bousculer tous ces usages. On l'avait déjà vu, le développement il y a quelques années du click and collect, de l'incursion massive de l'internetisation, de la gestion des stocks en flux tendu, mais également maintenant de l'intelligence artificielle qui est en train également de rabattre les choses. Lorsqu'on va dans un commerce physique, c'est magique. Lorsqu'on commande sur Internet, c'est pratique. Donc magique ou pratique, le choix n'est pas toujours aussi évident, puisque quand on se déplace, il faut qu'on vive quelque chose. Si je vous dis qu'aujourd'hui, le consommateur, l'usager, entre guillemets, veut vivre une expérience et que le côté loisir food est un des éléments très attractifs dans un quartier de commerce ou dans... Est-ce que vous êtes OK sur cette idée ? Oui, bien sûr. Après, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que alors l'offre alimentaire, food, elle est diverse parce qu'elle comprend aussi bien de l'alimentaire que de la restauration. Voilà. Enfin, les deux sont un peu plus poreux aujourd'hui, mais avant c'était bien distinct. C'est vrai. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, la consommation à domicile, c'est quand même un tiers de la consommation alimentaire en France. C'est 100 milliards d'euros, ça progresse. Enfin, c'est quelque chose de, pour moi, structurant et qui est important à prendre en compte parce que sociologiquement, c'est un vrai usage nouveau. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau, un marqueur de société nouveau. Et puis ça prend vraiment de l'ampleur. Après, effectivement, tout ne tient pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs locaux de commercialité. Mais pourquoi ça prend de l'ampleur, Séverine ? Parce que effectivement, nos modes de vie et nos modes de consommation sont différents. Les jeunes, en tout cas la jeune population aujourd'hui, nous bouscule complètement dans nos usages. Elle est d'ailleurs très prescriptive dans sa façon de faire. Et oui, ce sont des modèles, en tout cas, qui se dispersent et que chacun s'approprie. Mais je pense que les concepts aussi changent. Les concepts sont plus vers l'urbain. Il n'y a plus uniquement la périphérie avec ses modèles de consommation, mais l'urbain. Est-ce qu'on va vers une tendance à la réduction des espaces ?
Des espaces de déplacement, vous voulez dire ? Alors, des espaces de déplacement, mais également, je vais aller plus loin. Vous savez, quand on allait en périphérie ou en approche de ville, on allait dans les grands centres commerciaux. Exactement, ouais. Et on allait sur les immenses parkings d'hypermarchés qui étaient en bord de ville, et souvent des entrées de ville qui étaient hyper moches en général. D'ailleurs, franchement, c'était... Et là, on a l'impression que justement, les nouveaux maires, les municipalités, prennent un soin particulier à l'accueil en termes de visibilité, mais également que le client, finalement, il ne vient plus uniquement acheter, mais il vient vivre une expérience, il vient sortir, se divertir, bref, il veut partager un moment. Est-ce que vous le sentez, ça, justement Oui, quel que soit le lieu d'implantation. Est-ce que ceux qui allaient dans les périphéries vont plus converger vers le centre-ville ? Alors, je pense qu'en fait, le consommateur, c'est le même, sauf qu'il ne consomme plus de la même manière. Avant, on avait ses repères d'enseigne, on consommait souvent dans le même pool de commerce. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Finalement, Lidl le montre, on a quand même plus de 40% de la population, de sa clientèle qui est CSP+. C'est quand même un marqueur pour dire qu'effectivement, on n'est plus dans du hard discount tel qu'on l'avait très segmenté. Et aujourd'hui, finalement, tout le monde peut aller faire ses courses chez Lidl. Et je donne cet exemple-là, mais ça pourrait être dupliqué. Effectivement, il y a une expérience, mais surtout une praticité. Effectivement, un déplacement, du frais. On parlait de lien social. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui prend de l'ampleur. On ne veut pas que ce soit une corvée ou une contrainte. On cherche aussi à ce que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de friction. Voilà, donc effectivement, sans, en tout cas, opposer un commerce de périphérie, parce qu'effectivement, on y a tous été. C'est quand même des zones qui sont hyper performantes aujourd'hui. Ah oui. L'un et l'autre ne s'opposent pas. C'est hyper intéressant d'aller poser sa voiture dans un retail park. Surtout que c'est gratuit. Et de vivre. Il y a des retail parks qui ont été primés, comme celui de Villefontaine avec de la compagnie de Fasbourg, qui est extraordinaire. Mais il y a aussi Antoine Frey avec ses retail parks qui sont extraordinaires. Il y a eu un vent de modernité. Avec Apsus Group là, qui est en train de construire Canopia, qui va être un outil extraordinaire. Enfin, on voit bien que le côté attractivité se fait aussi par le biais du côté joie, services intégrés, genre j'ai des garderies, des baby clubs, des trucs. Mais sans que ça s'oppose, Séverine, à la qualité du cœur de ville ou du centre-ville. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes, le même ADN, ou en tout cas, on joue pas sur les mêmes... C'est le même client qui vient ou pas, ou c'est pas le même ? Ah oui, je pense qu'on est tous amenés à aller chez Maison du Monde en périphérie ou chez Ikea. Decathlon ne s'installe pas partout. Alors, il a la chance d'avoir différents formats, mais pour moi, aujourd'hui, je pense que les enseignes ont très bien intégré ça. On n'est plus sur la question du combien, c'est-à-dire combien de magasins, mais sur le format, le rôle et ce que ça va pouvoir apporter localement. Donc les hypermarchés l'ont déjà bien compris. C'est plus la course au nombre de magasins, c'est ça que vous voulez dire ? Pour moi, c'est en train de changer. Moins mais mieux, en fait. Oui. Ouais. Moins mais plus grand et moins mais mieux, je pense. C'est une meilleure expérience. Ouais. Quitte à réduire même sa surface. Comment ? Quitte même, j'ai vu certains... Il y a un projet, par exemple, avec Carrefour et le groupe Nexity, de développer sur les toits, sur les surfaces planes de certains centres commerciaux et la reconditionnement, qui est vachement intéressant, des parkings en zone résidentielle ou multipolaire, c'est-à-dire multi-actifs. Je trouve ça extrêmement intéressant, parce que à l'époque où les périphéries, ils installaient leur hypermarché avec la croissance démographique, c'est devenu... c'est entré dans la ville, quoi. Bien sûr, bien sûr. Nous, effectivement, on gère des actifs qui sont aujourd'hui... J'en ai un en tête à Bordeaux qui s'appelle Lormont, qui est complètement intégré dans l'urbain, qui d'ailleurs fait partie d'une des entrées de ville de la métropole. Voilà, donc effectivement... Et ça va, celle-ci, elle n'est pas trop moche, en fait, en général. Alors, justement, vous êtes administrateur de biens commerciaux. L'ADN d'Accessit, c'est vraiment la gestion d'actifs pour le compte de tiers, donc d'actifs commerciaux, etc. Donc, vous faites de l'asset management, vous faites ce qu'on appelle du property management. Je vais traduire, c'est de l'administration de biens. Ce qui est très intéressant dans votre dimension, c'est que vous n'êtes pas une foncière. Vous n'avez pas vos propres biens, vous êtes vraiment dédié au service exclusif de vos clients. Pouvez nous en dire un peu plus ? Et me dire également, quelle est la raison pour laquelle une boîte comme Accessit, alors je suppose que oui, vous venez voir vos clients, ils sont tous là, il n'y a pas de doute, mais voilà, et la raison pour laquelle c'est important aussi de participer au SIEC, qui est le rendez-vous incontournable avant l'été.
Alors, effectivement, Accessite, c'est un des leaders de la gestion d'actifs commerciaux, qu'on appelle effectivement property management dans une acceptation un peu large. On peut avoir quelques chiffres Alors, on gère 1 million de mètres carrés, à peu près 300 actifs en France. Ouais. Donc, on est 100% immobilier de commerce. On est présent sur toute la France. Donc, effectivement, centres commerciaux, à peu près. Je crois que c'est 55 centres commerciaux. Exactement. Ouais. Donc, c'est à peu près 20% de notre portefeuille. La majorité du portefeuille, c'est du quai d'immeubles. Donc, effectivement, on est très ancré dans l'urbain. Ensuite, 55 centres commerciaux et 15 retail parks. Et effectivement, on n'a pas forcément les mêmes missions sur chacun de ces actifs, ce qui nous force aussi effectivement à nous adapter. Et on a, on répond de manière différente aux besoins de nos mandants. Et pourquoi c'est important pour nous de venir au SIEC ? D'une part, rencontrer. Nous, on travaille effectivement pour des investisseurs, pour des foncières, mais on travaille aussi avec les enseignes. Donc pour nous, c'est vraiment un salon incontournable parce que on a l'occasion non seulement de rencontrer nos clients, même si on les rencontre tout au long de l'année. Ça permet de faire le point, bien évidemment, mais de se voir dans un moment un petit peu décalé ou en tout cas un peu plus convivial. Et surtout de rencontrer nos enseignes. Ça permet de se poser, bien évidemment. Oui. Alors, justement, en tant qu'administrateur de biens, est-ce que dans l'exploitation des retail parks, par exemple, ou des centres commerciaux, vous allez jusqu'à l'animation ? Oui, tout à fait. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui. Oui. Alors, c'est très important. Combien de collaborateurs dans le groupe ? Une centaine, 100 collaborateurs. En fait, c'est ce que viennent chercher vos clients. C'est le fait que, outre la reddition de la charge ou l'envoi de la quittance, parce que c'est intéressant quand même de payer son loyer. C'est le métier. Voilà, c'est le métier, mais vous ne vous contentez pas de ça. Vous assurez également une présence de maintenance de l'actif et de qualité de l'actif. Parce que ce qui est important aussi de noter, c'est que quand on passe par un administrateur de biens, c'est-à-dire que la foncière renonce à l'exploitation elle-même de ses biens, elle la confie à un administrateur de biens. Moi, je trouve ça très bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut laisser les gens bien faire leur métier. Il y a des investisseurs et il y a des super gestionnaires. C'est le cas dans le bureau, c'est le cas dans le résidentiel. Et en plus, vous êtes sans aucun conflit d'intérêt qui permet en fait d'avoir ce recours. C'est quand on parle d'animation, quand on est administrateur de biens commerciaux comme vous, on parle de quoi exactement ? Alors, c'est finalement un parcours client. C'est-à-dire que le client, il faut l'accompagner bien avant qu'il arrive sur place et surtout qu'il se souvienne de nous après, parce qu'il faut le faire revenir. Exemple. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que tout se passe bien du point A au point B, sauf qu'aujourd'hui, le point A et le point B sont aussi en dehors de l'actif commerce. C'est les réseaux sociaux. Enfin, c'est comment on parle de nous. Voilà, en tout cas, véhiculer l'image du centre que l'on gère. Au-delà de ça, et très ça concrètement, la communication, tout à fait. très réseau social, très observant de ce qui se dit sur la nature de l'actif. On l'adapte, exactement, en fonction des cibles, mais on va jusque-là. Après, concrètement, sur le terrain, ça veut dire que la signalétique, les accès, l'entretien, bien sûr. Mais s'il y a une enseigne dans le centre commercial, par exemple, un magasin, ça arrive, qui est pas terrible ou qui est un peu merdique. Est-ce que vous intervenez en disant, attendez les gars, vous dégradez la qualité de l'actif, attention, est-ce que ça peut pas... Non, mais je caricature un peu, mais... Oui, ça arrive vraiment assez rarement, mais bien sûr... Vous faites attention à maintenir un niveau, quoi, dans le... Oui, alors effectivement, il y a un mail qui dessert, qu'on soit en retail park ou en centre commercial, il y a un mail qui dessert tous les commerces. Effectivement, on doit être garant d'un point de vue sécurité, d'un point de vue propreté, accueil, client, etc. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que cherchent vos clients. En fait, ils cherchent le maintien de leur actif et la valorisation de leur actif. De manière durable. Ouais, absolument, vous avez un accès. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Séverine. Diane Demarque, vous avez un métier extrêmement intéressant parce que je pense que le salon également met en lumière le rôle social et sociétal du commerce dans le cœur de la ville, dans le poumon finalement battant de la ville, qui est d'ailleurs les villes se sont constituées à partir de l'axe du commerce, qui anime les quartiers, qui soutient l'emploi local et qui participe à la vie quotidienne des habitats. Ça se résume exactement, si on peut justement expliquer à nos auditeurs, le métier de manager de centre-ville d'abord.
Le métier, c'est vraiment... on est touche à tout par rapport au commerce, donc on s'adapte et... Comme on est vraiment des couteaux suisses, en fait. On est sur différents domaines et notre but, c'est vraiment de faire en sorte de maintenir et de revitaliser les centres-villes en fonction de leurs besoins, des difficultés rencontrées également, et de recréer un certain dynamisme et en permanence s'adapter aux nouveaux modes de consommation, justement, aux nouveaux besoins des consommateurs, que ce soit du coup les habitants ou les personnes extérieures qui viennent par exemple travailler sur notre ville. Et c'est vrai que c'est tout le temps en permanence s'adapter en fonction et voilà. Vous dépendez des collectivités locales. Tout à fait, je travaille pour la ville. Et vous développez également, votre rôle, c'est de développer l'attractivité du cœur de la ville, enfin de la ville en elle-même, parce qu'effectivement, un quartier sans commerçants est un quartier triste. Oui, c'est non, mais c'est vrai. C'est un quartier mort, hein, vous pouvez le dire. Oui. Si on marche 20 minutes pour acheter sa baguette de pain, c'est quand même une sacrée punition. Et on voit bien que le commerce... C'est intéressant parce que c'était pas si évident, fut une époque. De le formaliser de ce point de vue-là, d'un point de vue social et sociétal. Je ne parle pas de business, je ne parle pas de profit. Je dis que le commerce a un rôle finalement d'agora sociale à l'échelle du quartier, à l'échelle iris de la rue, qui est hyper important. Est-ce que vous, dans votre analyse, avec vos collègues managers de centre-ville, d'ailleurs il y a votre congrès qui se déroule le 10 et le 11 juin également, est-ce que vous observez ce besoin des gens de descendre de chez eux pour aller au commerce d'à côté ? C'est bête à dire, hein, mais d'aller se taper la bonne bière au bar du coin, de trouver des clopes au coin de la rue parce qu'il y en a, s'il faut, des choses très basiques, très prosaïques, mais terriblement efficaces pour la plupart d'entre nous. Hein. Oui, on voit qu'aujourd'hui, il y a un besoin croissant de revenir aux lieux de proximité, effectivement, avec une demande très forte en convivialité, en lien social. C'est quelque chose qui est apparu aussi post-Covid et avec tout ce qui était télétravail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient sur des propositions et une volonté des villes de retravailler l'attractivité même du cœur de ville pour s'adapter à cette nouvelle demande. Et le lien social, c'est quelque chose qui devient très très important. Et on travaille vraiment dessus, donc c'est quelque chose où aujourd'hui les vies commerçantes, les personnes allaient consommer mais sans forcément vivre et vivre l'expérience, parler en fait entre eux ou avec les commerçants tout simplement. Et là ils retournent voir leurs artisans, ils retournent voir leurs commerçants, ils prennent le temps en fait de faire leurs courses. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure potentiellement par rapport à tout ce qui est achat sur internet, etc. Et c'est vrai que on le voit, ceux qui travaillent beaucoup en télétravail, le midi ou le soir ont tendance à sortir et à permettre de faire revivre les c'est le fameux besoin tactile. Je vous voyais Fabien, vous êtes d'accord? Je pense qu'en fait on n'est plus sur des destinations très mercantiles en fait, notamment avec l'internet. L'internet c'est très mercantile, on a quelques touches et on a le produit qu'on veut acheter. C'est pratique. En fait. Le côté expérience et justement le lien social en fait, c'est à travers la gastronomie, c'est à travers le commerce, à travers les centres-villes ou les centres commerciaux, les retail parks. Et c'est tout cet ensemble en fait qui fait qu'on se retrouve en fait tous ensemble en fait. Mais si on ne fait pas en fait ce que Madame fait, on va se retrouver avec des centres-villes qui seront morts et qui seront quelque part, la zone d'activité va se déplacer. Et on aura toujours besoin d'acheter quelque chose, donc on va se déplacer ailleurs en fait. Donc on va juste déplacer quelque part la zone de chalandise. C'est très intéressant ce que vous dites parce que les Français plébiscitent. On fait beaucoup d'émissions là-dessus. Le retour, d'ailleurs c'est très paradoxal, mais c'est dans l'histoire des hommes. Le côté pendulaire. On a fait le tout technique, techno. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est hyper précise, hyper pertinente, mais elle fait hyper flipper les gens, quoi, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut aussi rappeler que les enseignes qui sont présentes, elles ont pour but également de créer cet environnement, parce qu'elle garantit un équilibre. Et la politique
locale, elle est hyper importante aussi. Est-ce que vous sentez, vous, de votre côté, avec vos collègues managers centre-ville, que vous dépendez des mairies, des collectivités locales, que les maires sont véritablement engagés sur ce type de moyens et vous-même vous donne les moyens de pouvoir agir convenablement à l'échelle locale? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on remarque. Il y a une nouvelle dynamique. Donc forcément... On le sent avec les maires, quand même. Oui, on le sent. On a effectivement beaucoup d'aides et de subventions également. Concernant Clichy, la métropole du Grand Paris nous aide pour tout ce qui est aide aux embellissements de devanture, parce qu'on a beaucoup en fait de linéaires commerciaux qui sont vétustes. Donc pour remettre une nouvelle dynamique sur certains linéaires précis, pour réintégrer du commerce dans des linéaires qui étaient abandonnés avec beaucoup de vacances. Donc c'est quelque chose qui est très structurant. Et les foncières aussi, de redynamisation, avec la Banque des Territoires. Et la mairie, elle peut préempter? Oui, alors nous, on préempte activement. D'accord. Et on vient de créer une foncière commerciale avec du coup une banque privée et la Banque des Territoires, qui a été actée en décembre 2026. Super. Et voilà une volonté politique du maire de vraiment se saisir et racheter... L'idée, c'est de proposer des baux d'exploitation à des commerçants à des tarifs extrêmement attractifs. Oui, en fait, c'est de racheter donc les murs pour pouvoir refaire les travaux, effectivement, donc surtout sur les linéaires vieillissants. Ben oui. Voilà, pour remettre à jour les pieds d'immeubles, ça redonne de la valeur aussi aux immeubles. Les habitants, ils plébiscitent. Et ça redonne une attractivité sur certains secteurs qui étaient un peu laissés à l'abandon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très actif. Diane, on ne va pas se mentir, il y a des commerces qui étaient totalement obsolètes, dans lesquels il n'y a plus de profondeur de marché. Est-ce que on peut considérer que les agences aussi, les managers en centre-ville prennent un soin aussi à aider au choix de certains types de commerces dont on sait qu'il y a quelque chose qui est pertinent au niveau de son installation. Parce que l'idée d'installer vous faites pas installer des commerçants ou des petits artisans s'il n'y a pas de boulot dans le coin ou s'il n'y a pas de clients. Et il faut aussi qu'il y ait une orientation. Est-ce que vous arrivez aussi à les orienter pour qu'il y ait une bonne mixité à la fois d'usage, mais d'activité? Là, ici, il faut une boulangerie, un boucher, un charcuterie, ou un cordonnier. Je sais pas. Oui, la préemption déjà nous aide beaucoup pour réintégrer par le biais de porteurs de projets qu'on peut avoir pour justement mettre une activité qui nous paraît essentielle dans un secteur et éviter effectivement l'uniformité d'activité sur des linéaires. Et vous arrivez à le faire, ça? Alors, pas toujours, parce que forcément, après, on jongle avec le domaine privé, donc c'est assez compliqué. Mais on essaye de faire au mieux, effectivement, pour pouvoir y arriver. Et après, quand on va à la recherche de franchises aussi, ou de porteurs de projets, selon des typologies, où on fait beaucoup d'études sur les villes pour savoir, effectivement, quel type d'activité vous savez que c'est très important devrait ce que être vous dites, parce à développer. C'est très important ce que vous dites. Et votre métier est essentiel. Je vous le dis, il est essentiel, parce qu'il y a des précédents dans les grandes agglomérations. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la rue... Regent Street à Londres. Oui. Qui appartient à la Reine, en fait. Absolument. C'est complètement géré par la Reine en termes de leasing. Donc, Vous prenez la rue Popincourt dans le 11e arrondissement à Paris. La rue Popincourt, ça a été un drame absolu, à tel point que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut une époque, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qu'il y avait carrément 2 ministres qui s'étaient déplacés faire une grande manifestation, parce que cette rue où il y avait des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers, bouchers, est devenue la rue, finalement, de la confection d'enseignes chinoises tout le long de la rue, quoi. Eh bien, en 5 ans, tous les actifs alentours ont baissé de 20 à 25% leur valeur. Ce qui fait que la dynamique était telle qu'à un moment donné, le commerçant qui survivait dans cette rue n'avait plus d'autre choix que de vendre à l'enseigne de confection. Moi, je citais le contre-exemple de Londres, du coup, avec Regent Street à Londres, en fait, qui appartient à la Reine, en fait. Et donc, du coup, ils ont une vision sur toute la leasing strategy, la stratégie, en fait, de commercialisation, en fait, de la rue. Et donc, du coup, ils contrôlent complètement, en fait, l'environnement, la marque qu'ils veulent, le commerce qu'ils veulent, l'alimentation, l'activité. Et la spéculation. Et le look and feel aussi, quelque part, parce qu'ils contrôlent aussi, ils nous imposent Parce que là aussi, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que, vous le savez, Cyril, dans les zones prime, par exemple, ou dans les quartiers centraux, on assiste, il faut le dire, à une vraie spéculation qui est délétère. Et d'ailleurs, c'est intéressant.
moi j'aime beaucoup les franchises et les enseignes comme la vôtre ou d'autres qui viennent essayer de rebattre les cartes grâce à la puissance de tir que vous avez. C'est là qu'on voit finalement que c'est pas du tout une erreur de fonder un groupe comme l'Osteria par exemple, où je prends d'autres concurrents par exemple avec Big Mama ou qui fait partie d'ailleurs je crois de votre groupe également, qui ont des concepts extraordinaires pour l'hôtellerie avec Mama Shelter par exemple. C'était un pari incroyable Mama Shelter au début, personne n'y croyait bien évidemment, mais on peut prendre aussi d'autres exemples qui permettent effectivement de travailler la mixité, justement la mixité fonctionnelle. Est-ce qu'elle est toujours aussi importante dans les cœurs de ville, Diane? Ah oui, mixité d'usage et mixité fonctionnelle. Bien sûr, et elle est même renforcée aujourd'hui. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous au niveau stratégique, mais également on le voit le ressenti en fait des habitants, des consommateurs. C'est vraiment quelque chose. C'est ce qui est la clé aujourd'hui, et notamment avec tout ce qui est mixité et développement on le voit avec tout ce qui est loisirs, activités, food, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement plébiscité. Et aujourd'hui, on arrive à tout ce qui est besoin de vivre. Et en fait, la rue commerçante, avant, voilà, on s'arrêtait dans les boutiques dont on avait besoin. Et aujourd'hui, les consommateurs ont vraiment besoin de vivre, qu'il y ait une animation, qu'il y ait beaucoup d'activités. Oui. Et c'est vrai de partage en fait. Et donc la rue, c'est plus simplement de la consommation, c'est une expérience. C'est une expérience partagée, animée. C'est le reflet finalement sociologique, un miroir sociologique de la collectivité et plus largement de la société française. On aborde bientôt le terme de cette émission. Je voudrais qu'on fasse quand même qu'on parle d'un projet iconique. On ne va pas se priver quand même. Tout à fait. La Maison du Peuple. Alain Ducasse installe ses bureaux, son siège, ses laboratoires à Clichy-la-Garenne, à la Maison du Peuple. C'est extraordinaire, moi je trouve ça génial. La gastronomie au niveau installée à la Maison du Peuple, je trouve ça formidable. Un projet opéré par un promoteur immobilier, un opérateur immobilier qui est le groupe Apsis, extraordinaire aussi, qui sera présent d'ailleurs... cher Cyril, au siècle. Et d'ailleurs, sa directrice générale, Céline Poix, est d'ailleurs l'une des speakerines, des speakers. Lors d'une concurrence, d'une conférence. Parlez-moi de ce projet, c'est extraordinaire, ça. Belle prise quand même, hein. Ah oui. Il doit être content, le maire. Hein. Qui c'est que t'as entendu? Moi j'ai Alain Ducasse, on se voit de temps en temps, on se prend un petit café. C'est la classe quand même, hein. Oui, ça permet effectivement de réhabiliter du coup la Maison du Peuple, qui est effectivement... Il faut juste insister, il fallait un opérateur privé parce que c'était quand même des investissements significatifs, on est d'accord ou pas? Oui, mais c'est une architecture classée, donc patrimoine 1930. Donc c'est vrai que forcément les travaux étaient assez conséquents. Il fallait un savoir-faire aussi spécifique pour pouvoir réhabiliter ce lieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça appartenait à la ville. Il y avait l'ancien marché couvert à l'intérieur. Et lorsqu'il a été déplacé, la question s'est posée de savoir ce qu'on allait faire effectivement de cet espace. Et il a été convenu, Alain Ducasse était intéressé pour trouver de nouveaux bureaux, de nouveaux locaux pour ses laboratoires. Donc c'est comme ça qu'avec la ville, un accord s'est conclu. C'est vrai que Apsis, en plus, est un opérateur hyper ingénieux et extrêmement intéressant. Et c'est d'ailleurs l'auteur, on va en parler, puisqu'on a le projet Canopia qui va être... alors ça, c'est le projet Canopia, ça aussi, c'est extraordinaire. Sacré Maurice. Franchement, j'adore finalement les enseignes françaises, si je peux me permettre, les enseignes françaises ont un talent extraordinaire. Les foncières, les opérateurs. Vous êtes d'accord mais oui, on a quand même ça s'appelle l'excellence opérationnelle. On a quand même des mecs dans le métier et des femmes extraordinaires. Moi, je pense pour tout ce qui est gestion d'actifs financiers à Stéphanie Ben-Simon, qui est extraordinaire. Il y a aussi, je me rappelle plus de son nom. Son nom, c'est Jaoui, c'est son prénom. Jessica. Oui, Jessica Jaoui, extraordinaire. Il y a Christian Dubois. Christian Dubois, c'est l'expérience chez Cushman & Wakefield. Mais on peut citer aussi des personnes absolument
absolument incroyable, singulière. D'ailleurs, on ne peut pas le louper, celui-là. C'est Philippe Journeau, par exemple, le président de la compagnie de Fastball. Alors lui, il ne vous laisse jamais indifférent, ça, il n'y a pas de doute. Un type extraordinaire qui a vraiment du génie. Et puis, la classe internationale, c'est le style de Maurice Bancet, par exemple, avec Apsis, dans lequel, dans les années 80, il part avec sa valise en Pologne. Enfin, faut imaginer à l'époque en Pologne ce que c'est. Il arrive à Łódź dans un hôtel un peu gris et il se dit là je vais installer quelque chose et il fait manufactura. Enfin, faut quand même voilà. Et ce que j'aime finalement, c'est dans ce que vous faites, Cyril, avec cet événement majeur, c'est que vous avez ce talent de faire se rencontrer des singularités, des polarités, et tout ça, ça produit du business. Oui, et on essaie aussi d'être le reflet de tous ces changements, toute cette évolution des besoins des villes, des foncières, des commerces en périphérie ou en cœur de ville. On a cette année un partenariat avec le Space, qui est l'association des loisirs indoor en France, dont je serai membre du jury pour leur trophée lors de leur propre événement les 22 et 23 juin à Angers. Il y avait 23 projets différents. Chacun des projets, on voit qu'un des leitmotivs dans les créations et développement des opérations de loisirs sont l'offre food and beverage. Donc on voit que se combinent et convergent au final tous ces besoins pour offrir la mixité et la dynamique dont le consommateur final a besoin. Merci beaucoup. Je vous propose un petit jeu pour terminer. Vous êtes d'accord ? Ah oui, bien sûr. Allez, un jeu. Allez, Fabien, il se demande, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je vais vous demander à chacun de me donner un mot, un seul, ou un adjectif, ce que vous voulez, très spontanément, justement, pas réfléchi, qui illustrerait soit votre métier, soit les propos qu'on vient d'échanger. On va commencer par Fabien avec son premier mot. Polyvalence, assemblier. Alors, polyvalence. Allez, polyvalence. C'est d'accord. Francophone en plus. Pour Fabien, c'est très bien. Ah non, mais c'est très bien. Merci. Allez, on va Cyril. Vitalité. Ah, pas mal. Ça me plaît beaucoup. Vitalité des commerces, des enseignes, des territoires. Voilà, vitalité. Ouais, pas mal. Vitalité. Il y a la vie dans la vitalité. Bravo. Séverine. Je dirais agilité. Agilité. Pas mal. Ça ressemble bien à votre métier, ça. Il vaut mieux être agile quand on fait de l'administration de biens, je vous le dis. Et s'adapter à chaque client, exactement. Donc, agilité. Parce que agilité, finalement, agilité intellectuelle, agilité dans l'espace, et voilà, dans les c'est formats, plein de choses. Diane. Je dirais convivialité. Convivialité. Pas mal. Ça va assez bien, d'ailleurs, quand on y remarque, quand on prend les idées, la convivialité avec la vitalité, justement dans l'idée. Alors, le jeu consiste. C'est ça. Le jeu consiste. Que le jeu était terminé. C'était fini. C'était ça le jeu. Non. Voilà, le jeu consiste à faire une phrase avec les mots que vous avez dit de manière très spontanée. Voilà. Donc, les enjeux de la vitalité des cœurs de ville et plus largement du commerce doivent démontrer une véritable polyvalence. Pour cela, il faut deux choses. Démontrer de l'agilité et de la convivialité. Bravo. De manière à engager encore plus de vitalité dans nos cœurs de ville et dans nos territoires. Bravo. Bravo. Ouais. C'est pas mal. Voilà. C'est un métier qui a gagné alors. C'est un métier, voilà. Bon, en tout cas, alors bien évidemment, on aurait pu dire encore beaucoup plus de choses, mais l'objectif de cette émission, c'est de vous donner envie de venir, les amis. Je vais demander à notre ami Super Jason de nous mettre toutes les URL de vos entreprises avec Accessite, avec l'Osteria. Il faut y aller, rue Aubry-le-Boucher, on va y aller. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je vais certainement aller. On peut réserver, hein. Bien sûr. Ouais, je vais réserver. Je vais emmener mes gars là-bas. On va aller un peu. En plus, c'est incroyable. C'est vraiment à côté, quoi. Absolument. C'est à côté. Il n'y a pas d'excuses. Non, il n'y aura pas d'excuses. Je peux venir de votre part. Oui, voilà, je suis un copain Fabien, etc. Il m'a dit que le café serait offert. Enfin bon. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Donc Fabien. Je pensais qu'il demanderait plus. Fabien Stutz. Vu qu'il a gagné le jeu maintenant. Pas mal. Pas mal.
Pas mal. Alors, Fabien Stutz, directeur du développement de l'Osteria. Voilà, vraiment une super. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Un jour, si vous êtes d'accord, je prends mes caméras, puis je vais faire une émission. On se met autour de la table et on fait un truc, vous savez, avec les verres qui claquent, etc. J'adore. En direct, pendant voilà, un service. à l'ancienne. Exactement. Tu sais, à l'ancienne. Avec les serveurs qui chantent. Voilà, avec un partenaire comme Le Siècle qui nous fait confiance, justement. Merci Fabien Stutz. L'Osteria, le site internet, bien évidemment. Merci à Cyril Tcherbakov. Merci. Merci d'ailleurs de la confiance que vous nous témoignez, parce que vous avez été très sympa avec nous, vous nous accueillez chaque année. En plus, vous avez une équipe extrêmement dynamique, hein, un petit clin d'œil à Claire et à Guillaume, qui ont fait un boulot remarquable. On sera très heureux de partager ce moment avec vous. En tout cas, vous pouvez compter sur notre média. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, Cyril Tcherbakov, le patron, le directeur du siècle. Je rappelle, c'est le 10 et le 11 juin. On peut encore s'inscrire. Hein, et en réalité, oui. Le salon commence le 10 juin, mais le 9 juin, c'est le dîner de gala. Il y a le dîner qui aura lieu dans les salons de l'Hôtel de Ville cette année. Donc, s'annonce un repas extraordinaire d'un chef étoilé. Je n'en dis pas plus. Waouh! Assurez-moi, je suis invité, hein, c'est sûr. Hein. c'est quand vous dites un truc comme ça à la radio, le gars il va dire bah oui évidemment, puis là je dis oh là là comment je vais voir. Ça se négocie après en fait. C'est génial. Ah oui. Je suis mieux sorti avec le café finalement. Ça va lui coûter moins cher. Voilà, quelque part, c'est ça qui mal. Bon, en tout cas, Fabien, on se donne rendez-vous le 10 et le 11 juin, bien évidemment, au salon. Vous viendrez sur le plateau. Voilà. S'il y a une pizza en plus, ça fera plaisir à Jason, notre super technicien qui adore les pizzas. Sans oublier le Baptiste, bien évidemment, qui aime beaucoup aussi la restauration italienne. Un grand merci à vous, Séverine Longuet. Vous êtes vous êtes directrice conseil dans la société Accessi du groupe Proméo. Vous donnez l'alpha et l'oméga de la bonne gestion d'actifs et je comprends effectivement que c'est un métier qui doit être extrêmement passionnant parce qu'au-delà des chiffres, des valeurs locatives et de l'encaissement des loyers, il y a toute la vie de ces actifs extraordinaires. Ça doit être vraiment fabuleux. Si un jour vous en avez envie, je prends aussi mes caméras, je me mets dans le centre commercial, vous savez. On branche la stéréo et on fait une émission genre quel est le montant de la valise ce matin. Alors cela dit, on peut tout à fait organiser une visite si vous le voulez. Enfin voilà, on gère plusieurs actifs en région parisienne. On sera ravis de vous accueillir. Mais ça c'est un truc que j'adorerais faire. À Montreuil ou encore à Passy, voilà. Et des actifs très différents. Passy, et donc on pourra illustrer la thématique d'aujourd'hui. À Passy, là, sur la rue de Passy, là, oui, c'est ça, Passy Plaza, exactement. C'est vous qui avez le Passy Plaza? En gestion. Exactement. J'habite à côté, rue de la Pompe. Ah bah voilà, extraordinaire. Je vois très bien. C'est extraordinaire. Écoutez, rendez-vous là-bas. Ah bah écoutez, bientôt. Très bien. Et bien, je viendrai avec mon petit micro là. Vous aurez le café. On peut mettre des bordères tout de suite, hein, après ça déborde. Hein, bon. En tout cas, c'est important ma chère Séverine, c'est important de parler de votre métier. Hein. C'est important de parler de votre métier parce que vous faites un métier essentiel dans l'équilibre de l'actif, parce que ça se joue quand même sur des volumes, et ça vous le savez, hein, mon cher Fabien, qui sont pas négligeables. Les taux d'effort sont importants par les enseignes. Elles n'ont pas le droit à l'erreur dans un monde qui est très concurrencé. Donc, merci pour ce que vous faites et surtout de bien communiquer, évidemment. Voilà, je rappelle, hein, le groupe Accessi, vous avez le site internet. Merci également à Diane Demarque. C'est important que vous avez dignement représenté votre métier, manager de centre-ville, des activités de commerce et d'artisanat, des porteurs de projets à Clichy-la-Garenne, une ville extrêmement intéressante et bien évidemment. Alors, ça ouvre quand? C'est fini quand les travaux de la Maison du Peuple? Alors normalement, l'ouverture au public est prévue pour décembre 2026. Parce que en plus, je crois qu'Alain Ducasse a tenu à ce que le public puisse venir regarder. Il ouvre, hein, c'est pas quelque chose qui sera refermé de l'intérieur. Oui, mais tout à fait. Ouvert. Il y a une partie, on va dire, publique et une partie qui sera privée. Il y aura de la restauration aussi, bien évidemment. Oui, tout à fait. À des prix abordables. Normalement, oui. D'accord, ok. Vous pourrez venir. D'accord, voilà, d'accord. Je vous attendrai à l'inauguration. Alors, je viens, c'est sûr. De toute façon, je l'avais promis effectivement aussi à Maurice Bancet quand on a travaillé ce projet, parce que c'est un projet qui n'était pas évident à développer, et c'est là qu'on a les meilleurs opérateurs. Bref, les amis, vous l'avez compris, le siècle, c'est le rendez-vous, ce place to be, l'endroit où il faut être, toujours la fameuse loi 101 du Québec, pour justement se rencontrer autour du commerce et des nouvelles pratiques. N'hésitez pas
là, vous avez les adresses, les URL sous le podcast, mais également si vous avez besoin d'informations, vous écrivez à la rédaction. Si vous voulez vous inscrire, il est encore temps de s'inscrire pour venir au siècle. Vous avez sur le site du siècle la possibilité d'obtenir votre passe. Pour toute autre question, vous pouvez nous écrire, likez bien sûr, comme d'habitude, avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite un excellent cru pour cette année du siècle 2026. Prenez soin de vous et on se retrouve Hall 6 le 10 et le 11 juin, porte de Versailles. Le siècle, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.